Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis ce matin, que vous avez passé une bonne pause déjeuner et que vous êtes prêts pour une après-midi pleine de conférences. On va commencer avec Sleen, qui est la marque de mobilier pour le télétravail. Vous imaginez bien depuis un an que le télétravail, avec le boost du télétravail, que la boîte elle est en train d'exploser tout sur son passage. Et en plus, au-delà d'exploser, elle arrive avec des valeurs, avec des produits, avec plein de choses qui sont hyper canon. Et c'est ça qui est vraiment cool. Et c'est pour ça qu'on a voulu les inviter aujourd'hui. Du coup, on reçoit Martin Sauer, qui est cofondateur de Sleen et qui va nous raconter son lancement en un temps record et avec un succès record grâce à la méthode Lean. Bonjour Martin. Bonjour, bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. On va comme ça, moi je les prendrai, je les poserai à Martin. Et comme ça, voilà, vous êtes hyper interactif. À ton tour, Martin. Ok. Bon, bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Martin Soer, je suis un des fondateurs de Sleen. Moi, j'ai plutôt un background de marketing digital et e-commerce dans le monde du B2B, principalement chez Manutan. Et je me suis associé pour cette aventure à Damien et Nathanaël, qui sont designers de meubles depuis bientôt 10 ans et qui s'occupent de toute la partie produit. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vous parler de notre première année d'existence parce que je vous expliquerai, on n'était pas du tout parti pour faire des produits pour le télétravail, mais plutôt pour le bureau. Et c'est vrai que la crise sanitaire nous a poussé à nous réinventer complètement et en essayant de capter au maximum cette opportunité du télétravail, tout en ayant finalement assez peu de moyens et en essayant de valider au maximum les étapes. Euh, pour vous présenter très rapidement ce qu'on fait, nous, on s'appuie vraiment sur trois piliers. Les premiers, c'est qu'on essaie de concevoir vraiment des bons produits qui sont conçus pour réconcilier le design et l'ergonomie, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le travail, c'est comment on travaille dans les meilleures conditions. Et on pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir des produits design d'un côté et des produits ergonomiques de l'autre. Il faut vraiment réconcilier ça et permettre aux gens de bien travailler n'importe où, qu'ils soient à la maison, au bureau ou dans un espace de coworking, voire dans un Starbucks. Le deuxième point, c'est vraiment la qualité de service. Euh, on, on le sait, aujourd'hui, c'est extrêmement important. Ça ne s'arrête pas au produit. Il faut livrer rapidement. Il faut avoir une qualité d'expérience client au top. Et ça, c'est quelque chose qu'on a intégré dès le début. Euh, et Sébastien en parlait, des valeurs hyper fortes en termes d'éco-responsabilité. Tous nos produits sont 100% fabriqués en France, avec du bois français, du métal français. Et on cherche à adresser aussi tous les enjeux de déchets du meuble, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de tonnes de déchets qui sont générés par l'industrie du meuble. Pour se donner une idée, c'est 50 porte-avions. Et donc, on pense qu'il faut concevoir les meubles différemment, de manière beaucoup plus durable, à la fois avec des matériaux qui durent longtemps, mais aussi une capacité de pouvoir les réparer et les reconditionner. Alors voilà, concrètement, nos produits aujourd'hui, on a deux modèles de bureau, un grand bureau comme celui-là et une chaise. Euh, et on vient de sortir la version micro du bureau qui est encore plus adaptée aux tout petits espaces ou quand on veut avoir un coin bureau dans un coin d'une pièce directement. Et la particularité de nos produits, c'est qu'on peut enlever le plateau hyper facilement et que les pieds se transforment en une petite console qu'on va pouvoir disposer facilement. Et donc, ça permet de faire disparaître son bureau, soit parce qu'on n'a pas la place, soit tout simplement parce qu'on veut couper avec le taf en fin de journée. Puis qu'on a voulu aussi pratique, on a intégré une multiprise directement dans le tréteau, un crochet pour son sac ou son casque. Euh, Tout ça, ça vient justement nourrir l'ensemble des feedbacks qu'on a eu des gens qui étaient mal installés pendant le confinement. Et on est en train d'adresser aussi le sujet du bureau parce qu'on a lancé là une grande étude sur le télétravail et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent retourner au bureau, bien sûr, mais pas pour faire la même chose, pour collaborer, pour tisser du lien. Et donc, on trouvait que les bureaux n'étaient pas du tout assez modulaires, des grands open space, finalement, qui n'ont plus trop de sens dans le fameux monde d'après. Et donc, on est en train de sortir toute une gamme de bureaux pour rendre les espaces de bureaux beaucoup plus modulaires et qu'on va pouvoir adapter
comme bon vous semble. Alors, si je fais un flashback, là, on était il y a un an, en 2019, quand on était en train de travailler sur le lancement de Sling. Le télétravail n'existait quasiment pas. Il était fait de manière très occasionnelle et par environ 10% des salariés. L'économie était en pleine croissance, tout allait bien. Et les entreprises investissaient massivement dans leurs locaux, justement pour attirer des talents, pour améliorer la qualité de vie au travail, pour créer des liens, pour avoir une vraie culture. Donc, nous, on s'est associé avec Nathanaël et Damien avec cette volonté de moderniser le mobilier de bureau. Donc, on a travaillé sur un modèle de bureau, sur un modèle de chaise. On était 100% B2B. On avait principalement un modèle en location pour offrir un maximum de flexibilité aux entreprises, finalement un peu comme quand on achète maintenant de plus en plus les ordinateurs en location. L'idée, c'était d'avoir le même modèle sur le mobilier de bureau et avec ces valeurs de Made in France, de durabilité et de modèle circulaire. Le problème, c'est qu'en avril 2020, pile poil quand on devait lancer, télétravail n'existait pas, on était tous en télétravail full. L'économie qui était en croissance s'est retrouvée en récession. Et là où les boîtes investissaient massivement dans leurs locaux, les locaux étaient vides. Donc, bien sûr, tous les investissements ont été stoppés net. Donc, là, ma première réaction, c'était quoi? C'était l'autruche. Clairement, je me suis dit, la crise sanitaire ne va pas durer, ça va nous décaler de 3 mois le lancement. C'est pas grave, on reste sur notre modèle. Le problème, c'est que j'ai vite discuté avec pas mal d'entrepreneurs et puis on a vite tous, je pense, vu l'impact de la crise sur l'économie. Et ma deuxième réaction, c'était plutôt celle-ci. C'était, moi j'ai des crédits, j'ai des enfants, je me suis retrouvé au chômage, je me suis dit, on est en train de lancer une boîte sur un modèle qui va complètement, qui n'est plus du tout adapté et c'est banqueroute, quoi. Par contre, il y a une opportunité qui s'est profilée, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais assez vite, il y a eu énormément de presse en disant il n'y a plus besoin des bureaux, le télétravail, ça marche bien. Et très vite, des boîtes ont commencé à annoncer qu'elles allaient massivement adopter le télétravail. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait cet enjeu-là, mais par contre, qu'il y avait un problème de fond. Les gens, on était tous, en grande majorité, hyper mal installés. On bossait dans notre lit, dans notre canapé, avec des bureaux de fortune. Et on s'est dit, si le télétravail se pérennise, l'ensemble des gens vont devoir s'aménager un coin bureau. Et donc, on a pris du recul, on a essayé de se positionner au maximum en projection et on s'est beaucoup nourri de ce qui se disait à l'époque du futur du travail. Et en fait, on s'est rendu compte que le futur du travail était plutôt maintenant, plus le futur, mais c'était bien la réalité. Et on est arrivé assez vite à la conclusion qu'on allait être à peu près 40% du temps à la maison et qui allait plutôt être focalisé sur du travail de concentration, de production, qu'on allait quand même revenir au bureau principalement pour collaborer, pour tisser du lien, pour vraiment développer la culture d'entreprise, pour intégrer les nouveaux collaborateurs aussi, et probablement l'émergence de tiers-lieux pour une partie du temps. Et on s'est dit fondamentalement, ce changement-là qui est très brutal, parce qu'avant on était 100%, pour l'immense majorité d'entre nous, on était 100% au bureau, qu'il fallait réinventer ces espaces de travail à la maison, en entreprise, dans les tiers-lieux. Et donc, on a décidé de repositionner Sling sur cet enjeu de flexibilité du travail et d'apporter des vraies solutions de mobilier pour faciliter ça, pour permettre aux gens de bien travailler n'importe où. Une fois que ça s'était dit, on a dû partir au boulot, essentiellement Nathanaël et Damien, qui sont remis à redessiner des produits pour répondre à cette problématique, comment faire rentrer un bureau chez soi dont on n'a pas honte, qu'on va trouver sympa dans sa chambre, dans son salon, et surtout, comment craquer le sujet de l'espace. Parce que c'est vrai que, notamment en région parisienne, très peu de personnes ont l'espace suffisant pour répondre à ça. Donc, il y a eu pas mal de dessins. Assez vite, vous pouvez voir en bas au milieu, on a arrivé avec ce système de tréteaux électrifiés où on peut très facilement enlever le plateau et utiliser
les pieds comme un petit meuble, comme une petite console, et qui nous semblait, nous, une très bonne option pour faire ça. Mais on était dans un contexte totalement incertain. Là, on était fin avril à ce moment-là. On n'avait aucune validation produit à part des proches qui nous disaient c'est super, etc. Et puis à l'époque, on n'avait pas de cash, on n'avait pas d'argent. Et donc, un niveau de risque super important. Et je me suis souvenu, dans ma vie d'avant, j'avais lancé un lab d'innovation. J'avais vu une conférence sur le management de l'innovation qui disait plus le niveau d'incertitude est haut, moins il faut investir. Et il faut utiliser le peu d'argent qu'on a pour réduire le niveau d'incertitude. Donc on voit cette courbe rouge qui finalement symbolise le niveau d'incertitude. Et plus elle baisse, plus on accepte d'investir parce que moins l'investissement est risqué. Alors c'est assez logique, mais finalement c'est pas toujours des choses qu'on fait spontanément. On a plutôt tendance à croire en nos convictions et vite mettre beaucoup d'argent sur nos idées. Vu qu'on n'en avait pas beaucoup, de toute manière, on s'est dit on va mettre le peu d'argent qu'on a pour essayer de valider ça. Alors concrètement, comment on a fait? On s'est beaucoup intéressé par ce qui se fait dans ce qui s'appelle notamment beaucoup aux États-Unis le Lean Startup. C'est une méthode qui a été inventée par quelqu'un qui s'appelle Eric Rice, qui a analysé énormément de startups et qui a essayé de comprendre pourquoi il y avait des startups qui fonctionnaient, pourquoi il y avait des startups qui ne fonctionnaient pas. Et en fait, sa conclusion, c'est que les startups qui fonctionnent sont celles qui sont le plus rapides à tester et à mesurer et à créer finalement ce cercle d'apprentissage d'amélioration continue. Donc je construis une première version, je mesure l'impact, j'apprends et je change mon produit, qu'il soit un produit digital ou un produit physique. Donc on s'est beaucoup inspiré de ça. Alors comment ça s'est traduit exactement pour nous? La première chose qu'on a voulu, c'était de mesurer l'intérêt. On s'est dit, ok, les gens sont mal installés, mais on savait que fondamentalement, les gens n'étaient pas très pour mettre un bureau chez eux. Donc on a fait des 3D, parce qu'à l'époque, on ne pouvait bien évidemment pas faire de shooting photo, c'était très difficile de prototyper, les fournisseurs étaient fermés, etc. Donc on a fait que des 3D, on a monté un site sur Webflow, ça nous a coûté $15. Et on a utilisé nos réseaux sociaux pour promouvoir le site avec un KPI qui était l'inscription à la newsletter. C'était le call to action qui allait nous dire est-ce que les gens étaient intéressés ou pas par le produit qu'on a fait. Donc là, on voit qu'on a eu un super bon engagement sur les posts. Il y a eu plus de 40 000 vues, 500 likes, 100 commentaires. Et surtout beaucoup d'inscriptions de newsletter. Il y avait à peu près 10% des gens qui visitaient le site qui nous laissaient leur email. Donc ça nous a permis de dire déjà, ok, super bonne première étape. Donc on a réduit un petit peu notre niveau d'incertitude et on s'est dit, ok, on met un petit peu d'argent en Facebook Ads pour voir si des gens qui ne nous connaissent pas du tout, hors des réseaux sociaux type LinkedIn, est-ce qu'on réussit à avoir des bons niveaux d'inscription. Donc ça a fonctionné. On a vu ça nous a permis de continuer de collecter des adresses email, de continuer d'avoir des retours très positifs sur le produit. Donc ça nous a vachement ralenti. Le truc, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas encore à combien on allait vendre le produit parce qu'on n'avait pas du tout fini l'industrialisation du produit. Quand on a fait ça, on s'est assez vite rendu compte que pour pouvoir offrir un produit de très bonne qualité, en made in France, durable, garantie à vie, avec une super expérience de livraison, il fallait qu'on propose un produit, un bureau qui allait être vendu à 500 € TTC, livraison comprise, et une chaise à 300 €. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez sur la courbe, la courbe qu'on voit, c'est le nombre d'inscriptions qu'on faisait journalières à la newsletter. On a affiché le prix et la courbe s'est écroulée complètement. Il y avait toujours des gens qui étaient intéressés, mais quasiment divisé par, je crois que c'était divisé par 2 à peu près, voire 2,5. Donc là, gros warning, niveau d'incertitude qui n'a pas baissé clairement là-dessus. Et donc on a
réduit nos investissements Facebook Ads, on les a vraiment limités au maximum, en se posant la question de se dire, OK, s'il y a un problème sur le prix, si les gens adorent notre produit mais ne sont pas prêts à payer ce prix-là, on va vraiment avoir un gros problème. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi les gens avaient un problème avec ce prix-là. Alors, on s'est rendu compte de 2 choses. La première chose, c'est que pour vendre un produit à 500, un bureau à 500 €, il fallait qu'on ait un niveau de marketing, de qualité de visuel, de qualité d'explication sur le produit beaucoup plus poussé que ce qu'on avait fait. Parce qu'en fait, les gens nous faisaient des retours et on disait, mais si, regardez, c'est du super beau bois massif, les pieds, etc. Ah bon, c'est du bois massif, les pieds, il faut le dire parce que sur des photos, on ne se rend pas compte. Donc en fait, il y avait des choses qui pour nous étaient évidentes mais qu'on n'avait pas ça. Donc on a pris un super bon apprentissage qui était le niveau de marketing, le niveau de qualité de visuel doit être très fort parce que forcément, il y a un niveau d'attente qui est beaucoup plus élevé. Le deuxième niveau d'apprentissage qu'on a eu, c'est qu'effectivement, notre marché allait se restreindre parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens tout simplement de le faire. Et donc, il a fallu qu'on adapte aussi nos ambitions en fonction d'un marché qui se resserrait parce que pour nous, c'était hors de question de baisser la qualité du produit ou d'aller faire fabriquer notre produit en Asie ou en tout cas hors de France. Derrière, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on valide la validation de l'acte d'achat. Parce qu'il y a plein de gens peut-être qui s'inscrivent, ils ont peut-être vu le prix, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter le produit. Donc si nous, on investit dans une production, on va avoir beaucoup de mal à la vendre si personne ne l'achète. Donc ce qu'on a fait, c'est on a lancé une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank en précommande. Et donc, on a justement beaucoup investi sur les visuels, sur le film, pour vraiment que les gens se rendent hyper bien compte de la qualité du produit et de ses fonctionnalités, de la démarche qui était derrière. Et on a eu l'opportunité d'être pendant 1 mois au BHV à Paris et présent à la Paris Design Week pendant 1 semaine, ce qui nous a aussi énormément permis d'avoir des retours de clients et de voir si on était capable de faire des ventes ou pas. Ce qui a été un super... les 3 actions étaient un super succès. La campagne de précommande, on a réussi à atteindre parce qu'on s'était donné un objectif de 50 précommandes pour lancer une prod et on les a atteints en 2 heures au moment du lancement. Au final, on a fini à peu près à 400% de ce qu'on s'est donné. Et au BHV, ça a hyper bien fonctionné et aussi à la Paris Design Week. Et ça nous a aussi énormément permis de comprendre quelles étaient les questions que les gens se posaient, quelles étaient leurs idées même d'amélioration du produit et leur goût aussi en termes de couleur, que ce soit pour le bureau ou pour la chaise. Donc là, ça nous a beaucoup rassuré, ça nous a permis de continuer à descendre le niveau d'incertitude et donc d'investir à la fois sur un site e-commerce pour prolonger bien sûr la campagne de précommande et de continuer à investir en communication, notamment en relations presse. En parallèle de ça, on a commencé à échanger avec des entreprises parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand même de la responsabilité des entreprises d'équiper leurs collaborateurs pour travailler et que le sujet du télétravail était un peu au milieu et que énormément de gens étaient mal installés. Et donc, on s'est mis à démarcher des entreprises pour leur proposer d'équiper leurs collaborateurs. Et ça a aussi très bien fonctionné. On a eu beaucoup de retours et on a signé des partenariats avec pas mal de boîtes comme Doctolib, comme Sony, qui équipent leurs collaborateurs avec du mobilier Slim. La dernière étape, qui est pour moi la plus importante, c'était finalement, est-ce que les gens aiment leurs produits ou pas et ça aussi, c'était un peu le grand oral, c'est les livraisons. C'est comment se passe bien sûr l'expérience de livraison, mais aussi est-ce que les gens sont satisfaits de leurs produits. Donc on a utilisé Avis Vérifié pour vraiment essayer d'avoir l'approche la plus sécurisée possible en termes d'avis clients. Et là, ça a été vraiment énormément de très très bons retours, que ce soit sur le bureau, la chaise, et des gens qui se sont même mis à en acheter plusieurs pour leurs enfants,
parce qu'on est, ou pour leur conjoint qui est aussi en télétravail. Et donc là, avec ça, on a vraiment pu, avec cette dernière validation client, on a vraiment pu pouvoir, de manière assez sécurisée, lancer des nouvelles productions, faire du stock, prendre nos premiers recrutements pour vraiment voilà, continuer à démarcher. Ce qui a été aussi hyper intéressant, c'est notre capacité, et ça c'est un gros avantage du Made in France qui pour moi dont on ne parle pas assez, c'est notre capacité à pouvoir faire des productions de petite taille à intervalles très réguliers. Les bénéfices de ça, c'est quoi? C'est ça permet de faire des améliorations du produit parce qu'on a eu pas mal de retours. Typiquement, on a eu des problèmes d'emballage. On voulait, pour nous, l'emballage, bien sûr, on veut le réduire au maximum parce que c'est du gâchis environnemental. Mais en fait, on l'avait un peu trop réduit et on avait quand même quelques bureaux qui arrivaient des fois cassés ou abîmés. Et donc, ça nous a permis d'améliorer l'emballage. On a eu aussi des retours sur le produit en lui-même, et ce qui nous a permis d'améliorer le produit en conséquence. Et donc, en fait, quasiment à chaque nouvelle production, on fait des améliorations sur le produit en fonction des retours clients. L'idée, c'est aussi de pouvoir appliquer cette approche-là, finalement, qui nous a énormément servi, qui nous a garanti d'investir correctement à tous nos nouveaux produits, que ce soit des nouvelles couleurs. On a créé un groupe Facebook privé avec 200 de nos clients les plus engagés. Et on leur communique dès qu'on a des nouvelles idées, des idées de couleurs, des idées de nouveaux produits, on le poste sur ce groupe et ils nous font plein de retours. Donc là, typiquement, c'était des nouvelles couleurs de chaises. On les a fait voter, ça nous a permis de shortlister un peu des couleurs. Après, on a fait le même sondage aussi sur Instagram dessus, mais ça permet d'avoir des vrais retours de gens qui aiment la marque et donc qui sont bienveillants. Et au final, les nouvelles couleurs qu'on a lancées fonctionnent très bien et ça nous aide à faire ça parce que vu qu'on stocke tous les produits, si on se loupe sur une couleur, ça veut dire que c'est quasiment peut-être une prod de gâché qui va dormir dans un stock pendant très longtemps. Sinon, on a lancé la version micro du bureau parce que on s'est rendu compte que les gens, même un bureau de 120 cm qui peut se ranger, etc., ça ne correspondait pas à plein de tout petits appartements ou à des gens qui ne voulaient pas tout simplement avoir un grand bureau chez eux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient uniquement un laptop. Et donc, on s'est dit, on va prendre un des tréteaux qu'on avait, qu'on va transformer en micro-bureau. Et on s'est mis, là c'est un exemple de slide que je mettais dans mes prêts en B2B. Et en fait, on a lancé des clients en B2B, donc qui équipent leurs collaborateurs en télétravail, en leur proposant de précommander ce produit-là. Et pour voir si le pourcentage de gens qui prenaient ce produit-là était satisfait. Et enfin, si ce produit-là était choisi, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui le choisissaient. Donc, on leur a proposé de le bêta-tester pendant 1 mois. Et donc, on a fait des prototypes qu'on leur a envoyés et sur lesquels on a collecté tous les retours. Ils nous ont fait des super bons retours, des problèmes de stabilité, des problèmes de gestion de câbles, etc. Et qu'on a du coup complètement corrigé. Et ça nous a permis de faire un lancement en décembre avec un produit complètement nickel et qu'on vient de livrer maintenant à plus de, je crois qu'on en a livré là la semaine dernière, on en a livré plus de 200 et avec des super niveaux de satisfaction. Donc c'est vraiment, c'est en train de rentrer dans notre ADN, dans notre manière de faire, de comment finalement on peut collecter un maximum de feedback avec les utilisateurs et surtout en essayant d'avoir une approche très de validation. Et la validation, c'est pas, c'est un peu, je pense, l'erreur qu'on aurait pu faire. Une validation, c'est pas ah ouais, j'adore ce produit, il est trop beau, je le veux.
Une validation, c'est je laisse mon email, c'est je sors ma carte bleue et j'achète. Ça, c'est des vraies marques qui permettent d'avoir des preuves qui sont vraiment tangibles et pas juste un j'aime pas qui finalement n'est absolument pas engageant. Donc aujourd'hui, on a livré donc on a lancé en septembre, on a livré depuis plus de 2000 clients et signé des belles références B2B, que ça soit sur de l'aménagement de bureau ou sur de l'équipement en télétravail. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous projeter, de pouvoir continuer à développer des nouveaux produits et surtout et aussi à améliorer les produits qu'on a actuellement. Un autre bénéfice qu'on a eu à faire ce pivot, c'est qu'on a eu une super forte visibilité dans les médias. On est passé sur plusieurs fois à la télé. On a eu énormément de presse écrite, beaucoup de presse digitale aussi, que ce soit de la presse généraliste ou de la presse plutôt déco. Et ça, c'est un point qui est aussi très important quand on s'adapte et qu'on rentre dans des thématiques qui sont vraiment d'actualité. Les médias sont très intéressés et ça permet clairement de développer à la fois la notoriété de la marque, mais aussi la légitimité, la crédibilité. Donc voilà, pour finir, mes principaux apprentissages de cette année, c'est de se confronter à son marché le plus vite possible. Et je me suis rendu compte que de manière très personnelle, ça fait peur en fait. Je me souviens chaque fois que je commençais à présenter ce qu'on faisait, c'est un peu un saut dans le vide. Et j'avais tendance à reculer et à faire un refus d'obstacle par rapport à ça. Mais maintenant, je me rends compte que les Américains, ils disent fail fast, c'est l'échec très rapide, quoi. En fait, le problème, c'est pas d'échouer, c'est d'échouer trop tard. Et si on a un échec très rapide, finalement, il y a eu peu d'investissement et les impacts sont plus limités. Et je pense que c'est vraiment important de se confronter à ça et de pas mettre la tête dans le sable. Il y a un autre point qui n'est pas facile du tout quand on lance une boîte ou quand on lance un projet ou un produit, c'est d'accepter que tout n'est qu'une hypothèse tant qu'on n'a pas de preuves tangibles. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que le prix est le bon? Est-ce que le design répond réellement aux besoins? Tant qu'on n'a pas des retours et des KPI, finalement, tout n'est qu'une hypothèse et il faut le considérer comme tel. Et avec cette idée de dire comment est-ce que je peux valider mon hypothèse, surtout si cette hypothèse est critique. Typiquement, dans notre cas, le prix, bien sûr, c'est un élément qui est crique. Tant qu'on n'a pas eu la preuve que les gens étaient prêts à acheter et ont sorti leur carte bleue pour acheter, c'était une hypothèse qui était totalement critique et le projet aurait pu prendre une toute autre tournure si ce n'était pas le cas. Et donc le fait d'avoir lancé cette campagne de précommande nous a vraiment permis de valider ça. Et alors c'est un peu tarte à la crème, mais je l'ai tellement vécu que pour moi c'était hyper important de vous partager cet apprentissage, c'est mettre l'intérêt de ses clients avant tout, avant l'intérêt de la boîte, avant nos intérêts personnels. Je me rends compte à quel point le bouche à oreille et la manière dont parlent les clients de vous a un impact qui est colossal. Aujourd'hui, on a 70% de nos commandes qui viennent du bouche à oreille. Et donc, c'est bien sûr à la fois en termes économiques et en termes de modèle à long terme, c'est hyper fort. Et il y a un autre point, mais qui est peut-être que personnel, c'est que c'est tellement un kiff de recevoir un feedback positif d'un client, même quand il y a eu un problème, parce que dans notre métier, bien sûr, il y a des problèmes de livraison notamment. C'est un énorme kiff et de mettre tout en œuvre pour essayer de résoudre son problème. C'est un vrai investissement et je sais qu'il y a des boîtes qui préfèrent investir en marketing qu'en service client et c'est vrai que nous, on a tendance à baisser nos investissements marketing et à les réinvestir soit dans la qualité du produit, soit dans la qualité de la livraison, soit dans le service client pur et dur. Et on voit que c'est une équation qui est hyper bonne et qui est hyper viable. Voilà, on s'était dit que ce serait cool d'avoir une dizaine de minutes pour répondre aux questions, donc
pile poil dans les temps. Normalement, c'est pas le cas. C'est peut-être la version digitale qui permet ça. Je sais pas s'il y a des questions. Alors, moi j'en ai une pour toi. C'est vrai que tu as eu la chance, enfin la chance, je sais pas si c'est une chance, mais tu as l'opportunité en tout cas d'être sur un marché hyper porteur très vite. Tu disais que c'est vrai que les médias s'intéressaient aux marques qui étaient sur des marchés porteurs. Moi j'ai vu aussi beaucoup de marques réussir à créer de l'intérêt sur des marchés un peu plus endormis. Et du coup, c'est un peu ce que j'avais envie de laisser passer, c'est comme message, c'est ne soyez pas contraints et ne vous donnez pas l'objectif de lancer une boîte que sur des marchés ultra porteurs. Parce qu'en fait, tous les marchés sont porteurs, il y a plein de choses qui se vendent et qu'il y a moyen de les vendre et de créer de l'intérêt sur des sujets qui sont plus discrets, quoi. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que le, le sujet de est-ce qu'un sujet est porteur ou pas, c'est aussi, il y a aussi moyen de le rendre porteur. Exactement. Typiquement, nous, bien sûr, le télétravail est très porteur, le Made in France est porteur, mais le sujet de l'industrie du meuble et sa dimension écologique, il est absolument pas porteur. Tout le monde s'en fout, alors que c'est un énorme problème écologique et social aussi, parce que les emplois en France ont été divisés par 2 en 10 ans, etc. Et il faut en parler, et ça intéresse les médias parce que c'est des sujets nouveaux qu'il faut dépoussiérer, et il faut justement mettre de la transparence dans ces industries-là, et on voit clairement que ça intéresse les médias d'une part, mais surtout ça intéresse les clients, parce que les clients s'intéressent de plus en plus à d'où viennent les produits, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la démarque, quel est l'impact environnemental de tel ou tel produit, et plus on donne du contenu là-dessus en totale transparence, plus ça intéresse. Et ma question, elle est sur demain. Une fois que tes clients, ils ont un bureau, une chaise, ils achètent quoi? Alors, donc on est en train de sortir pas mal de produits pour aller pour compléter le setup. Là, on travaille sur un produit de rangement, on travaille sur des accessoires aussi, notamment pour améliorer l'ergonomie de travail, hein, parce que nous, c'est vraiment aussi notre créneau, faire en sorte que les gens, aujourd'hui, dans l'étude qu'on a fait, il y a 60% des gens qui disent qu'ils ont des problèmes de dos actuellement à cause de leur posture en télétravail. Donc, donc voilà, on essaye d'apporter un maximum de produits avec les mêmes valeurs pour répondre à ça. Et puis, au bureau, l'idée, c'est de pouvoir aussi créer une expérience au bureau qui soit toute nouvelle, beaucoup plus centrée sur le lien, sur la collaboration, grâce à des meubles beaucoup plus modulaires et sympas à utiliser. Et toi, tu le vois comment, tu le vois évoluer comment, ce rapport entre télétravail et présence au bureau? Est-ce que tu penses que là, on est tous en télétravail, qu'on va retourner au bureau? Est-ce que tu penses que du coup, les bureaux vont avoir des expériences différentes à nous proposer? Enfin, comment tu vois cette évolution de marché? Alors exactement, ce qu'on voit, c'est que globalement, les gens veulent du 50-50. C'est-à-dire qu'ils veulent 50% de leur temps, c'est-à-dire 2-3 jours par semaine, à la maison. J'économise le temps de trajet, je suis beaucoup plus productif parce que beaucoup moins sollicité, et plus facile pour gérer ma vie de famille parce que je peux aller chercher mon fils à l'école sans courir, etc. Et je peux recevoir mon colis, enfin voilà, il y a quand même tous ces bénéfices-là. Et les autres 50% du temps au bureau, par contre, dans l'étude qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a que 20% des gens qui disent mais en fait les bureaux vont servir à la même chose qu'avant. Et ils disent ça va servir à collaborer, à tisser des liens, à intégrer les nouveaux collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, intégrer un nouveau collaborateur en full télétravail, franchement, c'est hyper compliqué, hein. Tous les gens qui ont pris des nouveaux jobs là, cette dernière année, ça a été quand même des onboarding beaucoup plus compliqués que d'habitude. Et donc les bureaux vont servir à ça. Par contre, les bureaux aujourd'hui, c'est 80%, c'est des open space totalement statiques qui sont faits pour venir travailler derrière son ordinateur pendant toute la journée. Donc on pense que c'est plus du tout adapté et qu'il faut créer maintenant des environnements qui vont vraiment faciliter la collaboration, et que ce soit les collaborateurs qui choisissent l'installation dont ils ont besoin quand ils sont au bureau.
peut-être en petits groupes à 2, peut-être en team à 5, peut-être en mode workshop, en mode formation, etc. Donc en gros, tu vas pouvoir nous vendre un bureau pour la maison, un bureau pour le travail. Bah, en fait, effectivement, c'est d'être capable de pouvoir accompagner les entreprises et dans ce nouveau mode de travail qu'elles n'avaient pas du tout avant. Elles avaient organisé leurs locaux pour accueillir 100% de leurs collaborateurs 100% du temps. Ben, demain, c'est sûr que ça sera plus du tout les mêmes usages. Et donc, notre idée, c'est effectivement de pouvoir accompagner les entreprises euh, pour qu'elles équipent Transformation. leurs collaborateurs à la maison pour qu'ils soient bien installés, qu'ils ne se pètent pas le dos, et pouvoir proposer une expérience dans leurs locaux qui soit beaucoup plus collaborative. Est-ce que d'un point de vue législatif, tu sais si le gouvernement est en train de travailler justement sur des lois qui obligeraient l'employeur à s'assurer des conditions de travail de son employé à la maison? Alors, c'est une super bonne question. Aujourd'hui, historiquement, il y a eu des lois qui forçaient ça, mais c'est des lois entre guillemets qui ont été annulées lors des ordonnances Macron sur le travail. Par contre, là, il y a un accord qui a été signé entre les syndicats et le patronat sur le télétravail qui prévoit une prise en charge d'une partie des frais. Donc c'est des guidelines, c'est pas obligé d'être fait. Par contre, quand on prend un petit peu de recul, quand les boîtes vont toutes, pour la plupart, pérenniser des accords de télétravail, ça me semble délicat pour elles de dire non, mais tout l'équipement à la maison, c'est pour vous, on ne fait rien. Et Ouais, c'est un peu comme la carte de métro, quoi. Ouais, exactement. Toutes les boîtes font 50-50 pour que tu viennes travailler, quoi. Voilà, pour moi, ça va rentrer petit à petit dans le package normal de tu as ton ordi, tu as ton bureau, tu as ta chaise pour pouvoir travailler correctement à la maison. Merci beaucoup, Martin. C'était hyper cool. J'encourage tout le monde à aller voir ton site, à vous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Slean, S-L-E-A-N. Et puis, on te souhaite tout plein de réussite pour la suite. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et les questions. À bientôt. À Au revoir. bientôt.